retrouve dans cette troisième partie, hein, et l'OSINT, la reconnaissance, l'énumération grâce à l'Open Source Intelligence. Hein. Ça va nous permettre d'attaquer, de défendre. Ok. Pourquoi? Parce que en défense, hein, les avantages de l'utilisation de l'Open Source Network Intelligence, hein, pour ceux qui défendent, va permettre de comprendre, hein, quelles sont les lignes de fracture, hein, et quelles faiblesses on va pouvoir abuser des systèmes d'information. Côté bleu, côté rouge, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir mapper le réseau et trouver un point d'entrée, un entry point pour avoir quoi? Pour avoir notre foothold. Donc on doit faire du fingerprinting, hein. On va faire une empreinte du réseau et c'est pour ça que je vous parle de la méthodologie de reconnaissance, puisqu'il y a aussi une méthodologie. Hein. Une cyberattaque, c'est composé de plusieurs étapes. Chaque étape, il y a quoi? Il y a des tactiques, des techniques, des procédures, ok, que vous défendiez ou que vous attaquiez. Donc le but de cette méthodologie, pour que je vous donne ces cours, c'est pour vous aider à avoir cette posture en termes de sécurité. Hein. Qu'est-ce que je dois faire si je dois défendre des actifs? Et éventuellement, si vous attaquez en tant que rouge, je suis sûr que même parfois, votre client n'était pas au courant qu'il avait des actifs sur Internet, des sites web, où on les avait laissés à l'abandon, des noms de domaines dont on avait oublié. Et malheureusement, c'est ces types de serveurs, hein, qui vont servir de projection en fait lors d'une cyberattaque, puisque on va avoir des serveurs qui sont plus maintenus à jour. Ok, donc il y a des failles, qui dit failles, peut-être remote code execution et not foothold, ok, au niveau du réseau. Donc ça va permettre aussi une atténuation prioritaire, hein, contre les systèmes les plus susceptibles d'être attaqués. C'est pour ça que vous devez scanner tout le temps, ok. Et si votre client ne le fait pas, il faudra le faire pour lui, ok, pour défendre et comprendre, en tout cas, comment les méchants, avec des guillemets, pourront attaquer ces serveurs, ok. Donc on va en rouge essayer de trouver, je vous disais, les faiblesses, hein, encore une fois, et en tant que bleu, c'est ces serveurs-là qu'il faudra corriger ou éventuellement démanteler. Hein. Pour plus qu'ils tournent, on va les décommissionner, comme on dit dans le jargon. C'est ce qu'on appelle les assets. Les assets d'une entreprise, on l'oublie tout le temps, mais une organisation, c'est pas uniquement le réseau d'entreprise en interne, l'intranet, c'est aussi tous ces serveurs. Hein. Ça peut être des sites marchands, etc., etc. Donc c'est important d'avoir une bonne exécution de l'évaluation du réseau pour votre organisation qui est basée sur l'intelligence open source. Ça va vous éclairer sur un certain nombre d'objectifs différents qui sont liés à la sécurité, à la cybersécurité. Bien sûr, toute pratique de sécurité mature devrait avoir des enregistrements d'actifs à jour et précis. On doit connaître en principe, en théorie, son parc informatique. Malheureusement, parfois, dans certaines entreprises, on n'a pas toutes ces informations. La chose importante à noter est que souvent ces registres d'actifs ne sont pas précis. Et même s'ils existent, où on effectue des évaluations d'un point de vue côté attaquant, côté rouge, ça va permettre, donc ce scan, ça va permettre aussi de comprendre les mêmes domaines où vont se concentrer les attaquants. Ok? Donc toujours se mettre dans la peau de l'attaquant, pour ensuite sécuriser côté défense. Donc on va identifier les lacunes dans l'architecture de sécurité en disposant d'une map, d'une carte en fait, de votre surface d'attaque. D'un point de vue des attaquants, vous êtes en mesure d'identifier les lacunes de votre architecture de sécurité, qu'il s'agisse de la journalisation de sécurité, de systèmes de surveillance réseau, IDS, IPS, de pare-feu. On va identifier les lacunes et les atténuer. C'est ce qu'on appelle l'atténuation et la mitigation. Ok, corriger. Passons maintenant, faisons une analogie. Vous pouvez mettre tous les cadenas que vous voulez sur la porte d'entrée principale de votre maison, ok? Si la fenêtre est ouverte, dans la rue, à côté, ou dans votre jardin, ça a aucun intérêt. Donc c'est ce principe, ok? Il faut penser à tous les points d'entrée que pourrait utiliser un attaquant. C'est pour ça qu'on utilise l'OSINT, basé sur le réseau pour mapper l'infrastructure. Et penser, encore une fois, comment feraient les attaquants. Ils vont recueillir ces informations, ces renseignements en open source, axés sur le réseau, et avec des adresses IP, qui pourraient éventuellement servir à compromettre l'organisation. Donc ce but d'intelligence open source, c'est d'inclure l'ensemble des systèmes d'exploitation, des adresses IP, des noms de domaine, des applications web, des bases de données qui sont liées
hein, aux enregistrements Wiz, aux enregistrements DNS, aux différents ASN. Bref, comprendre tous les niveaux de correctifs qui pourraient être apportés, puisque ce sont à chaque fois des points vitaux qui vont être attaqués. Et tout ça peut être ensuite rassemblé passivement. On va faire des rapports, on va récupérer un flux de renseignements, comme on l'appelle, sur les menaces pour développer un profil sur l'attaquant. Hein, encore une fois, on va faire l'adversary emulation, du threat emulation. On va se mettre dans la peau des méchants et voir quel vecteur d'attaque ils pourraient utiliser pour pénétrer dans l'entreprise. Hein, donc un exemple simple, vous pouvez répondre à un certain nombre d'incidents de sécurité et vous allez analyser, hein, je vous parle tout le temps des TTP, les tactiques, les techniques et les procédures des attaquants, et vous allez remarquer que les incidents distincts ont été sourcés sur des réseaux bien distincts. Il existe des caractéristiques dans le site réseau, et on va pouvoir corréler les informations et comprendre mieux et lier les attaques. On peut avoir différents attaquants, mais on peut aussi, en fonction des techniques, tactiques et procédures, essayer de découvrir qui ils sont. Et c'est exactement ce que va faire l'attaquant. Il va enquêter pour trouver quoi? Pour trouver le point de défaillance dans votre périmètre réseau. Ok? Et il va chercher ça, il va se balader dans la matrice. Hein. Donc les défenseurs qui utilisent l'intelligence open source, ils ont l'avantage d'évaluer les réseaux sans avoir à passer par un long processus d'approbation des modifications. De nombreuses organisations ont des approbations strictes requises pour toute analyse active des systèmes qui font partie du périmètre. C'est l'OSINT. On peut récupérer l'information de façon passive ou active, mais rien qu'avec les informations passives, déjà, on peut gagner du temps. Ok? Puisque il n'y a pas besoin de paperasse, entre guillemets. Donc il est fortement recommandé d'avoir l'approbation avant d'évaluer le réseau d'un de vos clients. Encore une fois, ça ne se fait pas à la légère. Il faudra des réunions pour planifier tout ça et voir avec les différents responsables de l'entreprise. Diligence, c'est de réunir les différentes équipes en interne, les différents fournisseurs de services externes, les sous-traitants, et peut-être lancer un programme de bug bounty. Ok? Si on arrive à découvrir des failles, payer les gens qui découvrent les failles, ça permettra de défendre, de s'assurer à l'avenir que vous n'aurez pas de problème de sécurité, ou on aura en tout cas amoindri et réduit la surface d'attaque grâce à un programme de bug bounty. Ça peut être une bonne affaire. Ou faire des tests d'intrusion réguliers et scanner l'ensemble du réseau à la recherche de ces failles. Donc voilà, on va voir la troisième partie et je vais vous montrer quelques petits sites qui sont sympas pour faire de l'énumération et de la reconnaissance. C'est parti. Donc dans cette troisième partie, on avait vu les recherches avancées, quelques petits outils intégrés, les bases de la reconnaissance passive. Maintenant, on va rentrer dans la reconnaissance active. On va interagir avec la cible et voir un petit peu comment elle réagit pour récupérer des informations. Donc on a vu qu'on a Nikto, qui est extrêmement utile, que je vous conseille d'apprendre et de maîtriser. Je sais pas si on a un manuel. Si, mais voilà, c'est un scanner de serveur web qui va détecter les vulnérabilités. Donc techniquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir s'il n'y a pas des problèmes de configuration, s'il n'y a pas des programmes et des fichiers par défaut qu'on va pouvoir énumérer, s'il n'y a pas également des problèmes de sécurité qu'on va pouvoir venir exploiter. Et il va vous dire si jamais vous avez des programmes ou des composantes qui sont installées sur un serveur qui sont obsolètes. Ok? Donc c'est utile, c'est en Perl, ça supporte le SSL, vous pouvez faire du proxying, et il y a moyen de contourner un peu les IDS. Ok, donc tout se fait en ligne de commande et vous allez pouvoir énumérer. Donc il y a beaucoup de choses, il y a rien à dire, mais on voit qu'on a un module d'évasion pour essayer de contourner les pare-feux et les systèmes anti-intrusion. Et vous pouvez demander des rapports donc qui vous permettront de mieux comprendre la surface d'attaque. Euh, et puis éventuellement les failles que vous pourrez exploiter. Ok. Puis après on peut lancer des attaques via le mutate. On peut tester, énumérer, récupérer des fichiers, énumérer des utilisateurs, essayer de faire du brute force. Au niveau des sous-domaines,
pour en apprendre un peu plus. Ok, faire un lookup sur les adresses IP. On peut lui demander également d'autres informations, lui fournir un dictionnaire. Vous avez un paquet d'options. Allez voir, c'est un très très bon outil. Au niveau du tuning aussi, on va pouvoir jouer là-dessus. Upload de fichiers, voir si il n'y a pas des XSS qu'on pourrait pousser du script. Est-ce qu'on peut pas récupérer des informations qui fuiteraient à cause d'un problème de configuration. Voilà, faire du DOS, etc., etc. Injection SQL, il y a un paquet de trucs. Allez voir, de toute façon, vous avez le manuel ici, vous avez la page, allez voir le GitHub. Donc Nikto, très bon, très très bon. Mais nous, on va voir là deux sites de recherche spécialisés. Je vous parlais en préambule, je vous parlais quoi de Wiz et DNS. On a vu que c'est la première étape lors d'une phase de reconnaissance. Avant de chercher l'énumération active, on peut récupérer plein d'informations de façon passive. Alors, vous avez plein de sites qui vous proposent des services payants pour récupérer toutes les données Wiz de façon historique. Vous allez avoir année par année toute l'historicité au niveau de l'enregistrement Wiz. Donc ça peut être bien, mais bien sûr, il faut payer pour ça. Donc nous, on va avoir des trucs gratuits qui offrent des services de DNS avancés. Ok, donc vous avez une poignée de sites et tout le monde n'a pas envie de payer. Après, bien sûr, les services payants, parfois, vous aurez un petit peu plus de détails. Et ça permettra de contourner la confidentialité Wiz, puisque comme on a vu avec les commandes, quand on commence à creuser les DNS, très souvent, malheureusement, on peut pas récupérer tous les numéros de téléphone, toutes les adresses, tous les noms de la personne qui gère la machine. Ok. Alors que pour nous, ça peut être intéressant puisque à partir de là, on va continuer à enrichir et à rebondir d'information en information. C'est le processus de recueil d'informations en open source, le site. Donc je vais vous parler un peu de viewdns.info. Donc là, on va faire, c'est extrêmement utile, c'est la recherche IP inversée via les DNS. Ok. Le DNS, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande, on lui donne un nom de domaine, il va nous donner l'adresse IP. Et ben là, on peut faire l'inverse. À partir d'une adresse IP, on peut récupérer les noms de domaine. Ok, on va se servir. Je vais travailler sur ce site. Hein. Donc voilà, on a Clinique THM Red Team, et ils vous proposent plein de choses. C'est un laboratoire, ils ont l'air extrêmement compétents. Voilà. Donc, ça sera notre cible aujourd'hui. On va s'entraîner un peu et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce serveur web. Je veux connaître les adresses IP. J'aimerais bien trouver, comprendre qui héberge les serveurs et éventuellement récupérer le plus d'informations possible sur les noms de domaine. Là, je vois que j'ai quoi? J'ai un sous-domaine qui s'appelle clinique et j'ai un nom de domaine qui s'appelle thmredteam.com. Ok, donc avec la recherche IP inversée, en fait, à partir d'un nom de domaine ou d'une adresse IP, vous pouvez trouver les autres noms de domaine, en fait, en utilisant une ou plusieurs adresses IP spécifiques. Donc nous, dans notre exemple, on va se servir de quoi? Eh ben, je vais voir, je vais lui demander est-ce que éventuellement il n'y a pas d'autres serveurs qui partagent les mêmes adresses IP via la recherche IP inversée. Ok, donc il est important de connaître l'adresse IP et vous savez qu'une adresse IP, c'est parfois plusieurs domaines. Même avec une adresse IP, on a quoi? On peut faire tourner différents sites sur différents ports. Ok? Donc un serveur web, c'est pas rare en fait que il héberge plusieurs sites web. On essaie de maximiser les profits. Si vous louez une machine, et que votre site web, au niveau de son trafic par exemple, ne sature pas la machine, la bande passante, les entrées-sorties, au niveau du processeur, de la RAM, des grappes de disque dur ou de SSD, vous pouvez tout à fait mutualiser, c'est-à-dire qu'on va héberger plusieurs sites sur un même serveur, ok. Juste, ils seront atteignables via des redirections, ok, où chaque port permettra d'afficher un site web précis. Ok, donc on va prendre ça. J'ai mon nom de domaine là. Je vais lui dire, écoute, tiens, regarde, sur DNS, et là, vous voyez que vous avez un paquet d'outils. On va s'activer le JavaScript. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux du reverse IP lookup. Ok? On va voir.
qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, techniquement, j'ai juste à lui mettre ça. Hein, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, écoute, il y a un sous-domaine et il s'appelle DHM Red Team.com. Qu'est-ce que tu peux me trouver? Voilà. Donc il me dit, bah écoute, tiens, ce que tu m'as donné, hein, pour moi j'ai un jeu d'adresse, hein, même une plage, et voilà les noms de domaine qui sont associés, hein, avec les records, les enregistrements. Donc on voit qu'on a quoi? Qu'on en a un paquet, hein. Donc là, ça veut dire quoi? Vous avez compris? On voit différents noms de domaine. Ça veut dire que le serveur, ok, sur cette plage, hein, bah là on a deux adresses IP, eh ben, on sait qu'il y a tous ces noms de domaine qui tournent. Donc vous voyez bien que quoi? Que notre cible, en l'occurrence, elle est quoi? Elle est sur de l'hébergement mutualisé. Ok? On a beaucoup d'autres sites qui tournent. Hein, on voit la liste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, le site là tourne, hein, sur un serveur qui fait tourner également bien d'autres sites. Ok? Qui n'ont strictement rien à voir. Ok? Crack for download, à mon avis, ça n'a rien à voir avec une clinique, ok, ou le secteur médical, Butterfly Harmony, hein, C4 Cash Flow System. Donc on voit bien qu'on a différents clients, ok, mais initialement on voit bien que c'est hébergé via deux adresses IP et on retrouve un paquet, hein, de clients qui sont hébergés, pardon, sur la même machine, ok. Hein, c'est ce qu'il vous dit là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça prend un domaine ou une adresse IP et ça fait un reverse lookup, recherche inversée, pour vous montrer rapidement tous les autres domaines qui sont sur le même serveur. Ça peut être utile pour trouver, hein, les sites de phishing ou identifier d'autres sites qui sont sur le même shared hosting server. Donc, hein, le serveur de d'hébergement partagé. Donc on a notre site, on va aller voir. Le but, ça va être de récupérer un maximum de données. On sait qu'à chaque fois, hein, vous pouvez vous créer des comptes pour récupérer peut-être, un jeton d'API. Donc là, si on regarde, on prend notre exemple, on était quoi? Un clinique sous-domaine, je vais prendre thm redteam.com. On va voir ce qu'il nous trouve. Donc là, vous avez l'analyse de menace. Hein, on va voir si éventuellement, bah, est-ce que le domaine est infecté, est-ce qu'il est connu, hein, pour pousser des portes dérobées ou infectées. Hein. Donc ça va nous permettre de récupérer encore une fois tous les enregistrements de serveurs DNS, hein, les NS, surtout des noms de serveurs, name system, et on voit que ça a été résolu, hein, with MX, NS, on récupère un peu tout, hein. On voit les NS records, donc ça c'est super utile, et on va voir également, comme je vous disais, s'il n'y a pas de malware, ça peut être intéressant. Le SOA, hein, comme tout à l'heure, on récupère les et A simple, hein. On a des informations sur les adresses IP, serveur qui répond, le best practice. Il vous trouve aussi parfois des choses, hein, au niveau de la configuration de la SN. Hein. Ok, je vous ai dit, allez voir. Donc voilà, on récupère, hein, les ASN qui vont faire quoi? Qui vont faire du Border Gateway Protocol. Hein, je vous en parlerai, on verra un peu comment ça fonctionne, mais voilà, hein, c'est grâce à ça que fonctionne Internet au BGP, comme on l'appelle, c'est son petit nom. Et voilà, les BGP vont router le trafic mondial d'Internet, hein, de routeurs de cœur, hein, comme on les appelle. Donc c'est ce qu'on appelle les backbones. Hein. C'est, comment dire, au niveau de vos fournisseurs accès à Internet, au niveau des GAFAM, euh, eh ben, on a ces gros routeurs, hein, qui vont permettre de router et de faire ce qu'on appelle des mèches. Hein. Le mesh, ce principe de mèche, c'est ça. Hein. C'est un réseau, on va dire en étoile, faire simple.
Donc on a une répartition du BGP et ça va nous permettre de communiquer. Et on passe par les ASN. Chaque nom de domaine a également un ASN. Là, je récupère les ASN. Ok. Les NS, pas de serveur de messagerie, nom de domaine. Pareil, on voit que ça a été enregistré en Islande. Et la partie Threat Intel aussi qui est intéressante, Malware Detection. Hein, vous pouvez voir si éventuellement la réputation est mauvaise, si jamais ils sont connus pour faire du déni de service, hein, du DOS, s'ils font du phishing, du malware, etc., etc. Donc ça peut être bien. Vous pouvez, je suppose, vous faire une petite clé API. Donc on voit que c'est plutôt bien foutu ce site. Hein, ça vient en complémentarité de Vue DNS que je vous ai montré. Et maintenant on va utiliser DNS Dumpster. Alors avec un exemple simple, on va le chercher. Voilà. Donc je vais reprendre mon écran. Alors il n'y a pas beaucoup d'infra, donc ça sera assez simple. Mais on va prendre THM, Red, Chip.com. Donc là, il nous trouve la géolocalisation. Hein, vous voyez que ça a de la gueule aussi, c'est bien présenté. Vous pouvez passer d'un niveau à un autre. Les TX Records. Hein, et à chaque fois, vous avez un peu plus d'informations. Vous avez le mapping. Ça, c'est vraiment le côté positif de DNS Dumpster. Ok, je vous avais montré des applications aussi hein, que vous pouvez installer sur votre Kali pour générer une map hein, à partir des différentes composantes. Hein. Les A, les DNS, les MX, serveurs de messagerie, et vous pouvez aussi demander de voir le graphe. Donc là, tout de suite, on peut exporter en PNG, en XLS, je vous montrerai comment exporter après tout ça via Maltego. Okay, donc on peut zoomer, on a l'adresse, se balader et voir les corrélations entre les différentes composantes hein, qui permettent de faire les name system, nom de système. Donc on a notre serveur de nom, ok, serveur de messagerie et de A. Donc ça aussi, vous devez apprendre. Il n'y a pas de secret. Si vous comprenez pas ça, bah vous pouvez pas comprendre comment fonctionne Internet. Donc on a des A et on a des quadruples A. Hein. C'est ce qu'on appelle les records DNS, les enregistrements DNS. Ça se traduit vers un nom de domaine, vers une adresse IPv6, où le simple A pointe vers une IP V4. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai deux adresses en IPv4. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est un A qui me sert tout ça pour arriver quoi sur le nom de domaine thmredteam.com. D'accord? Donc, on peut créer hein, des records avec un hostname www qu'on voit très souvent qui réfère vers l'adresse en IPv6 ou www votre nom de domaine pointera vers cette adresse. Ok, également. Donc voilà comment fonctionnent les noms de domaine, hein, c'est grâce aux records. Et nous, bah, justement, on va venir enregistrer, enfin, interroger les records DNS A, quadruple A, en fonction d'IPv4, IPv6. On va interroger le WHOIS pour récupérer les records. À partir des records, je peux commencer à mapper la surface d'attaque, comprendre l'infrastructure de la cible. Ok, ni plus ni moins. Donc vous voyez, avec des petits outils comme ça, on récupère quelques petites infos sympas et on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. On a quoi d'autre? On a 106 aussi. Donc pareil, je vous conseille de vous créer un compte. Hein, à chaque fois, tous ces services que je vais vous présenter, euh, vous pouvez créer un compte gratuit, avoir une clé API pour
faire des appels distants à l'interface de programmation et on va avoir besoin de ces clés API. Hein, donc créez-vous des comptes. Si vous payez, bien sûr, vous avez le droit à plus de requêtes par mois et tous les mois, votre compteur se remet à zéro, vous repartez à zéro. Ok. Ça va être pareil pour Recon FTW que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Ça va être pareil pour Recon NG. Vous avez besoin de clés API. Il faut vous créer des comptes comme Shodan, ok, comme Maltego. Parce que sinon, bah, honnêtement, le logiciel ne sert à rien, ok, puisqu'il va aller requêter grâce aux interfaces de programmation. Ce sont des quadriciels, hein, des frameworks. Donc là, on va juste jeter un petit coup d'œil. On va aller dans la partie search. Vous voyez, vous avez un sous-domaine qui s'appelle search. Et là, c'est pareil. Hop là, on voit qu'il y a 2 milliards de services qui sont surveillés. 475, 476 millions d'hôtes virtuels, hein, et en IPv4, on est à 237 millions. Donc Sensi Search, pourquoi l'utiliser? Bah parce qu'il peut fournir beaucoup d'informations sur les adresses IP et les domaines. Hein, on corrèle les informations, on va pas se servir que d'un outil, on va se servir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 outils, même si c'est les mêmes informations, ça nous permet de corréler les informations. Hein, c'est exactement comme dans le journaliste, vous allez multiplier vos sources pour corréler l'information. Hein, ça va nous permettre d'éloigner les faux positifs, les faux négatifs, et si l'information est corrélée, on peut partir du principe qu'elle est viable, hein, qu'elle est utilisable, qu'elle sera crédible. Donc nous, on va rechercher les adresses IP. On a vu qu'on a notre site thmredteam.com, ça c'est le nom de domaine principal, et on a une sous-arborescence qui s'appelle café. Café ou clinique. Hein. Là, on a vu quoi? Qu'on est dans clinique, mais je peux faire quoi? Je peux faire café, thmredteam.com, et les choses food. Ok? Est-ce que vous voulez réserver? Donc, on va s'entraîner là-dessus. Hein, je vais prendre le site et on va les requêter. Ok. Voilà comment on arrive à résoudre rapidement. Ping et votre ami. Ok? On lui dit, bah écoute, tiens, vas-y. Ah, là, avec l'adresse IP, il nous le trouve. Donc, à mon avis, il y a un peu du spoofing, hein, parce que je doute qu'il y ait un data center qui se balade en plein milieu. Je suis peut-être sur... ouais. Donc ça doit spoofer hein, via Cloudflare. C'est en train d'empêcher la géoloc. Ok. Visiblement, c'est spoofé. Mais on avait vu que de toute façon, Cloudflare Net, hein, c'est aux États-Unis. On a le routage. Hein, on voit que c'est du 104.21.80.020. On voit le sous-masque réseau 20, hein, qu'on appelle le CIDR, side. Ok. Et on a l'AS. L'AS, important, c'est le fameux Autonomous System. Ok. Et je sais que celui-là, bah, c'est celui qui gère plusieurs pays et qui gère hein, visiblement l'Australie, mais pas que, je pense. En tout cas, c'est du Cloudflare. Hein. Donc pareil, j'ai le routing, les protocoles hein, qui sont connus, le load balancer, répartition des charges au niveau des serveurs de Cloudflare, les détails. Donc là, on est en Forbidden. Bah ouais, Cloudflare, la première protection qu'ils offrent à ses clients, c'est d'empêcher ce qu'on appelle le Direct IP Access. C'est-à-dire, bah, si je rentre l'adresse IP d'un de leurs serveurs, on a automatiquement, on est bloqué, on est redirigé. Ok, on peut pas se connecter. Bah, c'est normal, c'est une sorte de pare-feu. Ok, là on est en bad request. Là il nous dit en HTTP et Coco, moi je communique en HTTPS, donc je te bloque, etc. etc. Hein, vous voyez, quand on récupère, on va tester un peu comme Shodan, hein, on va tester tous les ports et voir un petit peu comment ils réagissent. Donc là vous avez tous les ports qui sont ouverts sur la machine et vous pouvez tout à fait récupérer en plus des détails. Ok, on va avoir comme Shodan. Hein, beaucoup d'informations sur le protocole HTTP. Là, en l'occurrence, on est sur le port 80 et je vais avoir tous les flags. Hein. Vous savez que on a de nombreux flags
et de méthode quand on fait du HTTP. Donc, requête, réponse, on analyse tout ça. Non. Là, on voit que c'est quoi? C'est la couche OSI. Donc, toute la partie réseau, pareil. Hein, après, à corréler les informations, tous les serveurs A, hein, qu'on voit qu'il y en a un paquet. Hein. Les noms DNS aussi. Hein, on voit que naturellement, il y a plusieurs clients hein, qui tournent là-dessus. On a tous les sites et notamment un de nos sites. Est-ce que je peux le rechercher? Peut-être. Est-ce que je vais le trouver? On a dit quoi? Café? Donc voilà, Sun 6, hein, on voit que ça appartient à Cloudflare. On récupère les informations relatives au port 80 443, entre autres, et il est clair que l'adresse IP est utilisée pour d'autres sites web autres que notre café THM Red Team. Hein, en d'autres termes, cette adresse IP appartient à une société autre que notre client. Là, c'est Organic Café. Il est essentiel de faire cette distinction afin de ne pas sonder les systèmes en dehors du scope, de la portée, du périmètre de notre contrat. Donc quand vous faites un test d'engagement, hein, je vous ai parlé de cette phase de pré-engagement, là je sais directement que bah ouais, il faut pas que je commence à attaquer hein, Cara, KZ, Rue, ok, ou Nubes, ok, puisque moi, si mon client me paye, bah écoutez, lui, c'est quoi? Hein? C'est Organic Café. Donc, hein, ça va nous permettre de séparer et de trouver quoi? Bah, la portion du réseau, ok, qui héberge le site web. J'ai pas envie de me retrouver sur un autre site qui appartient même, ça peut être une société russe, hein, là on le voit, ok. On a du TK, on a du ZA, Nouvelle-Zélande, du CF, du XY. Donc vous voyez, hein, il faut bien faire le distinguo. Parce que, bah ouais, c'est une adresse IP, mais après, à partir de cette adresse IP, vous avez bien compris qu'il y a maintes et maintes clients. Donc, voilà pourquoi la phase de reconnaissance est importante. Ok? Corrélation, recueil d'informations. On va mettre ça en base de données. Et après, on va utiliser des outils hein, pour pousser un peu plus loin. Donc ça, c'est encore la reconnaissance passive. Hein. On peut utiliser également Shodan. Hein. Shodan, je vais avoir ma clé API et vous allez pouvoir aller requêter via Shodan. Donc on terminera par là. Hein. Créez-vous un compte Shodan, vous allez sur Shodan, pas vraiment de secret. Hein. Shodan.com, vous créez un compte. Donc le plus utile, hein, beaucoup de gens utilisent le site web, mais le plus intéressant pour nous, ça va être à la limite d'utiliser en fait la ligne de commande. Ok? Donc on va configurer Shodan hein, pour utiliser la clé API et après on pourra aller requêter. Donc on va aller voir un petit peu. C'est bon, lui il a fini, je pense. Ouais. Ok. Donc installez-le si vous l'avez pas. Ok. Sudo apt, allez voir, hein, de toute façon, vous avez Shodan CLI qui est présent sur le site, il vous explique comment l'installer. Hein. Et bah là, je vais pouvoir quoi? Je vais pouvoir aller requêter. Hein, je vais faire un init pour rentrer ma clé hein, et initialiser la ligne de commande. Et après, on va aller requêter. On va se faire un petit NS lookup sur notre site et voir ce que nous sort Shodan. Ok? Et on va faire une petite requête, hein, tranquille, on va voir un peu. Donc, créez-vous un compte Shodan, récupérez votre clé API, installez Shodan en ligne de commande dans votre Kali Linux et faites un Shodan init plus votre clé API. Ok?
il va vous dire successful initialization, donc initialisation réussie. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je peux lui faire pointer. Je peux lui demander quoi? J'ai dit, écoute, ping. Ok, j'ai mon adresse IP. Voilà. Donc pareil, on voit les ports, hein. On voit que c'est N6. Ouais, exactement, trouver les mêmes ports, hein, qu'on avait sous les yeux. J'invente pas de 80 à quoi? À 8843. Donc, encore une fois, on arrive à corréler parfaitement quoi? Bah, les infos. Donc, ce qu'on a vu, si je lui demande quoi? Le rapport, 80, 443, 8080. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ports pour lui. Et Shodan, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc on a un gap de 3. Donc il va falloir déterminer en fait si les ports sont bien ouverts ou pas. Mais voilà. Donc vous voyez comme on a plusieurs outils carrément. Et qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux lui dire ah, ok, on a notre lookup. Et à partir de là, bah, vous avez les adresses IP hein, que vous pouvez utiliser pour aller requêter via Shodan. Ok? Donc voilà.